Bonjour à tous, bienvenue au webinaire pour la remise des prix du PRCB, donc du prix régional construction bois Île-de-France 2020 et du booster bois biosourcé, donc première édition 2020. Donc je suis Céline Laurent, déléguée générale de Francil Bois, et on est ravis de tous vous accueillir pour cette remise des prix en vidéoconférence vu les circonstances. Donc tous les lauréats sont avec nous. Et je vais tout de suite passer la parole à Paul Jarquin, président de Francil Bois, qui va accueillir et introduire cette séquence de 2 heures avec nous. Bonjour à tous. On est ravis de faire ce webinaire et de remettre ces prix. Bon, en général, bien sûr, c'est toujours un événement de la filière et on se réunit, mais vous êtes tous au courant du contexte, donc on va essayer de trouver un peu de joie dans ce format-là. Un premier mot sur Francil Bois. Alors, la première chose, c'est qu'il y a une information assez importante, c'est que Francil Bois change de nom. On a rejoint le réseau France Bois Région, donc, ce qui regroupe l'ensemble des interprofessions de chaque région en France. Et donc, on va s'appeler FIBois. Donc, c'est dans une logique un petit peu d'uniformisation et d'avoir un nom commun avec l'ensemble des régions sur le territoire. Donc, voilà, c'est une décision qui a été prise de la filière. Donc, on tenait à vous en informer. Dire aussi que voilà, moi c'est ma deuxième année en tant que président et la remise des prix. Il y a une nouvelle équipe qui est arrivée et je pense que en tout cas ceux qui sont un peu présents à nos côtés ont vu voilà, cette nouvelle dynamique naître. On est passé de 25 adhérents il y a un peu plus d'un an où là je crois on atteint le 100e adhérent. Donc on est vraiment content de ça et on vous remercie tous parce que ça montre que voilà la construction bois, les enjeux de filière deviennent de plus importants. On a beaucoup d'architectes, de maîtres d'ouvrage qui nous rejoignent et ça montre toute la dynamique qui est à l'œuvre actuellement sur l'Île-de-France. Et d'ailleurs, plus généralement, c'est vrai partout en France. Donc, on s'en félicite. Cette année aussi, dans cette continuité-là, on a eu 2 fois plus de propositions, plus de 63 dossiers déposés. Donc, ça montre vraiment que voilà, ce prix régional est quelque chose voilà, qui stimule et vous allez le voir, on a des projets assez magnifiques cette année. On tient bien sûr à remercier les organisateurs et les financeurs, la préfecture de région et la DRIA, grâce à qui maintenant ça fait presque plus de 10 ans, je crois, que ce prix régional a lieu. Et aussi la région Île-de-France qui nous aide. On va aussi voir les prix du booster. Vous allez voir qu'en termes d'innovation, parfois, voilà, il y a des critiques de la filière bois, mais on voit qu'en ce moment, ça bouge beaucoup. Et vous allez voir que les lauréats vont vraiment proposer des solutions qui vont à la fois sur des questions de nouvelles dynamiques sur la question de la forêt, des nouvelles solutions technologiques. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment très transverse. Et ça montre qu'on est dans une filière qui bouge et qu'on sent vraiment que voilà, le développement de la bioéconomie et la construction bois, on est au cœur de la transition et ça va être, vous allez voir, des beaux projets, aussi bien du prix de la construction bois que du booster. Bonjour à tous, je suis Catherine Desportes, je travaille chez Francil Bois et en particulier cette année, je me suis occupée du booster bois biosourcé en collaboration avec Patrick Molinier, qui était animateur également et qui ne peut pas être présent aujourd'hui. Patrick Molinier du FCBA. Et je laisse la parole à Alexandra Dublanche pour nous dire un mot sur la stratégie de la région sur l'innovation et le booster. Bonjour à tous. Écoutez, déjà, je trouvais ça passionnant ce que je viens de voir. Je n'ai pas vu tous les projets, mais encore des très beaux projets qui mettent en avant l'utilisation du bois que nous, on veut promouvoir aussi en Île-de-France avec Valérie Pécresse. Donc là, on va effectivement passer aux lauréats, aux projets qui ont été retenus pour le booster bois biosourcé. Alors, je ne vois pas, Christine Lecomte est là? Non, elle a introduit. D'accord, elle était là au début parce que je voulais la remercier également, Paul, et toutes les deux, vous aussi, pour tout le travail effectué. Et puis surtout, on en a parlé quand on a fait le jury final, d'avoir réussi à organiser, à maintenir le prix malgré les circonstances. C'était important pour tous ceux qui ont candidaté, évidemment.
et pour mettre en avant leurs projets à tous. Donc, nous, voilà, c'est extrêmement important cet événement pour valoriser toutes les initiatives franciliennes. Donc, on est vraiment, nous, évidemment, focalisés sur la région Île-de-France, qui apportent chacune des solutions au sujet de la transition écologique. Et donc, en travaillant à la fois sur le bois, mais aussi évidemment les matériaux biosourcés qui sont au cœur de ces projets. Dans un contexte aussi où ces sujets prennent de l'ampleur, j'en parlais hier lors d'un autre événement, on a cru au début de la crise que tous les sujets de transition écologique, de lutte contre le réchauffement climatique allaient peut-être passer à la trappe et on s'en inquiétait beaucoup. Et au contraire, on voit qu'il y a quand même une prise de conscience renforcée, une accélération. La Convention citoyenne, il y a eu beaucoup de propositions, alors que je ne reprendrai pas toutes, mais il y en a certaines qui vont dans la direction de sujets qui nous intéressent tous collectivement autour de la table, je pense, sur la gestion des forêts publiques et privées. Nous, c'est vrai qu'à la région, je pense que on avait déjà un peu pris les devants sur ces thématiques-là. Avec la volonté, en lien avec Francile Bois notamment, qui connaît lui aussi une nouvelle dynamique depuis un peu plus d'un an maintenant, pour voilà, fédérer toutes les parties prenantes, dont beaucoup sont autour de cette table virtuelle, qui va de l'amont forestier jusqu'au secteur du bâtiment. Donc nous, ça fait 3 ans avec Valérie Pécresse maintenant qu'on mène une politique volontariste, je pense, qui n'a jamais été aussi loin à la région sur les filières forêt, bois et biosourcés, en s'appuyant sur des partenaires solides comme Francile Bois et d'autres, le FCBA aussi, l'Institut FCBA, et puis voilà, enfin, tous ceux qui ont aussi participé à ce jury Booster bois biosourcés. Donc, on veut tout d'abord, on a lancé une stratégie forêt-bois en 2017, donc il y a 3 ans. Il y a plusieurs aspects dedans. Il y a tout ce qui est dynamisation de la gestion forestière et comment on approvisionne aussi la filière tout en préservant nos espaces forestiers. Il y a beaucoup de caricatures sur la région Île-de-France, mais il y a quand même, elle a 75% agricole, rurale et forestière, et c'est à peu près un quart du territoire qui est forestier. Et donc, par exemple, on a réalisé 1,5 million d'investissements dans les forêts d'Île-de-France pour créer des dessertes, mécaniser des travaux forestiers. D'ailleurs, je vais aller bientôt là, plutôt du côté de la Seine-et-Marne voir quelques-uns de ces investissements. On soutient aussi, par exemple, tout ce qui est concertation, démarche de concertation au niveau des collectivités. On est souvent, nous, la région, on n'est pas que financeur, on est aussi un peu entremetteur, organisateur voilà, des acteurs. Donc, on a des élus référents, une quarantaine d'élus référents forêt-territoire. Donc, ça, c'est animé par la Fédération nationale des communes forestières, la FENCOFOR. Et on travaille aussi avec les propriétaires privés, les lycées professionnels, sur l'attractivité aussi des métiers autour de la forêt et du bois, où il y a des manques dans notre région. Donc ça, c'est juste quelques exemples. On travaille aussi sur tout ce qui est reconstitution d'une filière qui soit compétitive. On travaille beaucoup sur l'industrie de façon globale, mais on veut aussi travailler sur cette industrie-là, sur tout ce qui est transformation aussi des coproduits, de sous-produits agricoles et forestiers. Donc, par exemple, on travaille beaucoup avec l'État sur un dispositif que vous connaissez certainement qui s'appelle le PIA, Plan d'investissement d'avenir. Donc là, dans le cadre du 3e PIA, il y a 2 premières unités industrielles qui vont voir le jour d'ici la fin de cette année. Il y a Wallup qui va préfabriquer des murs en bois et en béton de chanvre. Et je crois que d'ailleurs, je vais aller le voir aussi en Seine-et-Marne à la fin du mois. Et Polybium qui produit des polymères à base de miscanthus. Et il y a à peine une semaine, on a également voté à la région un nouveau dispositif pour financer la modernisation, le développement et la création de petites scieries pour valoriser les bois franciliens. Donc, on veut vraiment accélérer sur cette première transformation du bois qui, comme vous le savez tous, a quasiment disparu du territoire francilien. Il reste une scierie. Donc, on veut reconstituer cette capacité de production de sciage francilien à partir d'essences régionales. Donc, ce qui n'est pas forcément simple. Donc, pour ceux que ça peut intéresser, ce dispositif, il peut financer jusqu'à 50% notamment des PME du secteur forêt-bois, des projets qui ont des projets d'investissement de série artisanale ou semi-industrielle. On peut aller jusqu'à 500 000 € par projet, donc à bon entendeur.
On a aussi tout un travail sur la stimulation du marché ou comment on offre des débouchés aux produits bois et biosourcés. Donc, on a mis en place un dispositif qu'on a appelé Réflexe Bois Biosourcé, qui a permis en 2 ans d'engager à peu près 16 opérations, une quinzaine d'opérations publiques de construction et de réhabilitation. Ça représente à peu près 200 000 mètres carrés de surface de plancher. Et donc, je le dis là aussi pour ceux que ça peut intéresser pour le futur, on a des bénéficiaires qui peuvent se voir financer jusqu'à 70% d'une mission d'AMO spécialisée. Ça va jusqu'à 80 000 euros. Et d'ailleurs, l'édition 2020, donc encore une fois à borne entendeur, elle est ouverte jusqu'au 31 août. On a aussi dans cette stratégie forêt-bois tout un aspect région exemplaire. Et donc, ça, on y travaille. C'est un peu... C'est dur de faire changer les habitudes, mais avec nos lycées, on a 463 lycées d'Île-de-France, il y a pas mal de rénovations, de construction aussi, et donc on veut une utilisation importante de bois et de matériaux biosourcés. Par exemple, moi, je suis élue de Sartrouville, on va faire une rénovation extension d'un lycée, et donc dans le cadre du jury, j'ai vraiment demandé à ce qu'il y ait une utilisation du bois et de matériaux biosourcés. Donc là, il y a des premiers architectes qui ont été sélectionnés qui notamment avaient mis en avant cette dimension-là. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, et on est aussi en train d'étudier la possibilité de signer le pacte pour bois biosourcé mis en place par Francil Bois. Enfin, tout ce qui est recherche, innovation, enseignement, évidemment, on a beaucoup d'atouts en Île-de-France de façon globale sur ces sujets. La région Île-de-France, c'est 40% de la recherche française. Donc, on a beaucoup de partenariats publics, parapublics, et d'ailleurs des partenaires qui sont présents au sein du booster, les PAMARN par exemple. Et donc, ce booster bois biosourcé, qui est assez inédit, on se l'est dit l'autre jour, en France, dans sa composition publique, privée, recherche, enseignement sup et son périmètre d'action. Le but, c'est d'accélérer l'accès au marché de la construction de solutions innovantes qui apportent un appui à la recherche de financement. Enfin, le booster, ceux qui vont être lauréats aujourd'hui, ils vont recevoir un accompagnement pour la recherche de financement de partenaires, de territoires d'atterrissage, enfin, un accompagnement très opérationnel et aussi une expertise scientifique et technique. Donc, on l'avait lancé le 13 janvier quand il y a eu les états généraux de la forêt du bois que Francil Bois avait organisé, où il y avait beaucoup de monde. Il y avait 25 projets qui ont déposé une candidature. Donc, c'est à la fois des industriels, des architectes, des entreprises, des associations. On a des bureaux d'études. Et sur des sujets variés, ça va de la préfabrication, la réhabilitation, la mixité des matériaux. Enfin, voilà, on va le voir là aussi dans la diversité des lauréats. Et donc, on a fait le comité de sélection la semaine dernière, je crois, ou peut-être un peu plus que ça, je ne sais plus. Et donc, on a sélectionné sur ces 25 projets, avec tous les partenaires, 6 projets lauréats qui vont vous être présentés dans un instant. Donc, je rappelle que l'accompagnement dont ils vont bénéficier est à la fois personnalisé et gratuit, évidemment, pour les lauréats. Et donc, nous, on va continuer sur cette lancée. On va travailler l'année prochaine avec Francil Bois, notamment, pour relancer un appel à projet et accompagner. Donc, ça sera une année un peu compliquée, voilà, un peu intense, on va dire, de double, pour accompagner à la fois, puis relancer pour les prochains lauréats. Et à chaque fois aussi, on a identifié dans les 6 lauréats, je vous le dis, mais ça peut aussi peut-être intéresser les autres, il y a des dispositifs régionaux de financement qui peuvent venir en complément, évidemment, de tous ces projets. Donc moi, je voudrais, juste pour conclure, voilà, je m'arrêterai là parce qu'on attend avec tout ça avec impatience les lauréats, c'est vous dire au nom de notre présidente Valérie Pécresse, déjà bravo aux lauréats, merci aux partenaires du booster, aux animateurs, Francil Bois et aussi de l'Institut FCBA, le conseil aussi régional des architectes d'Île-de-France, de l'ordre des architectes d'Île-de-France, avec lesquels on travaille très bien sur tous ces sujets. Et donc, bien sûr, vraiment, félicitations. Alors, non seulement aux 6 lauréats, mais également à tous les autres, évidemment, qui ont candidaté à ce premier appel à projet du booster. Et donc, voilà, c'est une très, très belle illustration de tout le potentiel
d'innovation et de tout le potentiel de cette filière dans notre région. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alexandra. Avant de passer la parole à deux membres fondateurs du Booster et d'écouter ensuite les lauréats, je voulais simplement rappeler que le Booster est un partenariat donc, entre la région Île-de-France, l'Institut technologique FCBA, Francilles-Bois, l'EPA Marne, les interprofessions collectives Paille et Construire en Chanvre, et les académiques Université Paris-Est, Université Gustave Eiffel et le PNR du Gâtinais. Je vais laisser la parole pour commencer à l'un des membres fondateurs du Booster, Jean-Baptiste Ray de l'EPA Marne, EPA France. Oui, bonjour à tous, merci de me donner l'honneur d'intervenir dans cette remise de prix. Et puis un petit clin d'œil aussi à notre partenaire historique FCBA, avec qui j'ai le plaisir de partager du coup ce petit mot. Alors effectivement, EPA Marne est un aménageur un peu pionnier dans le soutien à la filière bois construction. Ça fait maintenant 5 ans que nos objectifs sont clairement posés et que les réalisations chaque année démontrent notre implication sur cette filière. Notre démarche, elle est vraiment basée sur deux objectifs majeurs, deux raisons. En tout cas, la raison de l'urgence climatique dans un contexte de stratégie nationale bas carbone et de la stratégie régionale pour la forêt et le bois qu'Alexandra Dublanche vient de rappeler. On est convaincu que notre action peut permettre de réduire du mieux qu'on peut l'empreinte carbone en tant qu'aménageur. Et puis on a aussi une deuxième raison qui est une raison économique. On a la conviction que nous devons, dans un rôle d'aménageur public, maîtriser dans le temps l'évolution des prix de construction, de ce que nos partenaires promoteurs développent sur notre territoire. Et on a le sentiment, au travers de différentes données, et puis au travers des chiffres qu'on constate, que le coût des matières premières risque de continuer à flamber, en tout cas pour les matières premières qui sont le plus utilisées aujourd'hui dans les constructions de matériaux dits conventionnels. Et donc, dans notre approche à 2030, 2050, on a la conviction que le bois serait une matière première dont le coût resterait assez stable. Et donc, bien évidemment, dans notre objectif de garantir des prix de sortie de logements absolument maîtrisés, on se doit de se préoccuper aussi de l'évolution des coûts de construction pour qu'il n'y ait pas de rapport direct entre le coût de construction et le coût du logement pour un futur acquéreur. Donc c'est pour nous deux raisons qu'on considère absolument valables, que nous faisons voter par notre conseil d'administration au travers de notre stratégie opérationnelle. Donc c'est quelque chose qu'on revendique et qui fait partie de la marque de fabrique de Marne-la-Vallée aujourd'hui. Alors, cette intervention se traduit par des chiffres concrets. Sur les 5 dernières années, nous avons engagé 4500 logements en construction bois, ce qui représente 300 000 m² de surface de plancher. C'est un rythme que nous pérennisons. Donc, chaque année, maintenant, nous avons 1000 nouveaux logements engagés, ce qui correspond quand même à 50% de notre production résidentielle annuelle au niveau de l'établissement public EPA Marne et EPA France. On est aussi assez fiers de le traduire en chiffres, empreinte carbone. On estime aujourd'hui à 65 millions de kilos équivalent CO2 de réduction de notre empreinte carbone, 20 millions sur les émissions évitées de par l'utilisation de ce matériau bois plus faible en impact carbone que le béton. Et puis 45 millions de stockés, parce qu'on connaît aussi bien évidemment tous les bénéfices du bois pour le stockage carbone. Donc, en tant qu'aménageur pionnier dans cette démarche, on est bien évidemment fiers d'être dans les membres fondateurs de ce booster. Nous, notre intervention, notre contribution dans le cadre de ce booster, elle va être au niveau d'un partage de notre expertise en la matière, de pouvoir stimuler l'innovation en faveur de la construction bois. Et puis, bien entendu, en tant qu'aménageur opérationnel, on se doit d'aider à l'identification, d'atterrissage opérationnel de ces innovations. Une innovation n'est valable que si elle est à la fois réalisable, mais aussi réplicable dans le temps. Donc, on a la capacité de pouvoir mener des expérimentations, des innovations réplicables sur l'espace public en tant que maître d'ouvrage, parce qu'en tant qu'aménageur, nous avons bien évidemment la maîtrise d'ouvrage d'espace urbain. Et puis, en tant que prescripteur,
d'opérations immobilières, on a aussi un rôle de pouvoir prévoir dans nos consultations d'opérateurs immobiliers des ambitions d'innovation également sur cet aspect. Donc, pour nous, cette innovation, elle s'applique autant sur les enjeux d'organisation. On commence aujourd'hui à avoir dans nos appels d'offres promoteurs des critères de sélection très clairement marqués sur cette ambition bois. C'est quelque chose qu'on fait maintenant depuis quelques années, mais qu'on va renforcer encore plus cette année. Là, je vous donne un exemple. On lance là à la rentrée une consultation avec une contractualisation à 4 acteurs, le promoteur, l'architecte, l'industriel bois et l'entreprise générale pour faire en sorte que les ambitions qu'on a convenues au stade de la consultation promoteur puissent être tenues dans le temps de manière beaucoup plus fiable qu'en ayant une contractualisation avec un seul des partenaires que je viens de mentionner. On a aussi bien entendu une ambition produit, donc nous sommes en partenariat avec la ville de Champs-sur-Marne pour développer un Living Lab et donc on va le lancer, donc ce système constructif démontable va être lancé là à très court terme. Et puis enfin, on a aussi une notion de promotion en faveur de la filière avec bien évidemment la constitution de référentiels, de pouvoir communiquer sur ces objectifs et de pouvoir bien entendu faire un retour d'expérience sur tous les gains apportés par ce matériau bois. Donc voilà, j'étais peut-être un peu long, mais ça me tenait à cœur de vous rappeler à quel point l'établissement public est à vos côtés pour contribuer à ce développement. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Je vais demander à Christophe Mathieu donc de l'Institut technologique FCBA de nous dire très rapidement pourquoi le FCBA s'intéresse au booster bois biosourcé pour qu'on passe très vite au lauréat, qu'on a envie d'entendre, voilà, avant que le séminaire ne se clôture. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vas-y. Voilà, oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais être d'autant plus bref que je suis désolé de vous dire que je ne vais pas pouvoir rester très longtemps pour écouter les projets des lauréats parce que je suis pris dans pas mal de sujets. Je suis dans une autre belle région. C'est pas la région Île-de-France, c'est la région Nouvelle-Aquitaine où on a des bureaux donc FCBA. Je dis ça pour Madame la Présidente, mais je suis très honoré de dire très brièvement quelques mots sur pourquoi ce booster pour FCBA. Bon, déjà, j'allais dire, Madame la vice-présidente, et puis à l'instant, tout a été dit sur le booster. Catherine a rappelé aussi qu'elle était les membres fondateurs. Juste pour rappeler que FCBA est le seul institut technologique dédié à une filière stratégique qui est la filière forêt-bois. Hein. Les autres centres techniques n'ont pas cette capacité à travailler pour l'ensemble d'une filière stratégique. Donc, on est très honoré de pouvoir le faire. On a des missions très vastes. Hein. Ça va de la R&D à la certification, normalisation, en passant par la consultance, l'expertise, les essais. Et donc, bien entendu, tous nos métiers couvrent l'ensemble de la filière, hein, des problèmes d'essence pour des essences plus résilience face au changement climatique, au parcours sylvicole, à la construction bois, bien entendu, mais aussi à la partie ameublement. Donc, on est effectivement fiers aussi d'être parmi les membres fondateurs. On était même un peu à l'idée avec nos amis de Francille Bois pour avancer sur ce projet. Et je voudrais quand même saluer tout particulièrement la région Île-de-France, puisqu'elle a cru en nous, elle nous a soutenus financièrement aussi pour que le tandem, l'animation Francille Bois FCBA se passe, je pense, au mieux possible. Et on a eu aussi le plaisir, donc c'était le 30 juin dernier, d'accueillir à FCBA le comité de pilotage qui arrive à la désignation des lauréats qui sont de plus en plus impatients d'attendre leur nom. Donc, je vais être très bref, mais quand même le pourquoi de ce booster, simplement parce que je crois que ça a été dit, on est dans une société qui va de plus en plus vers le bas carbone et il faut trouver tous les enjeux de développement de la filière bois. On a la chance dans ce booster d'être une vraie entreprise d'innovation qui couvre à la fois la R&D, mais aussi jusqu'à l'aménagement du territoire et Pamarne est un excellent acteur pour pouvoir après l'appliquer sur des démonstrations échelle 1. Et bien entendu, pour la région, j'imagine que l'enjeu est très important pour, je l'avais dit la semaine dernière, donner d'un peu de la vitesse à la construction bois en Île-de-France en valorisant toute la ressource forestière en Île-de-France, qui est majoritairement, je crois pouvoir dire, des feuillus. Et justement, là, il y a des innovations au niveau des scieries feuillus. Il y a beaucoup de beau travail à faire.
Et ces projets d'innovation qui vont être accompagnés par le booster, ce sera la bonne occasion de donner un coup d'accélérateur à la construction bois, en particulier en Île-de-France. Voilà, donc je voulais simplement dire que l'Institut technologique est très fier d'être à côté de ce booster et d'y participer activement, puisque comme vous savez, l'animation au quotidien, c'est ça qui compte, et c'est donc Francille Bois et FCBA qui l'assurent avec le soutien de la région. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Voilà, je vous propose de donner la parole aux premiers porteurs de projet. C'est eux qui parlent le mieux de leur projet. Donc, le Agile Care, donc on appelle Aline Maréchaux qui normalement doit nous rejoindre. Micro activé, c'est toujours mieux. Voilà, parfait. Bonjour, merci à vous. Je suis effectivement très honorée au nom d'Agile Care et toute l'équipe d'avoir été sélectionnée dans ce booster. Je t'en prie, Catherine, je veux bien le slide suivant. J'ai un problème. Pour commencer, je pensais que j'allais avoir mon slide d'intro. Je suis très fière de venir après toutes les belles présentations précédentes d'architectes, mes confrères, parce qu'effectivement, nous sommes à l'origine d'Agile Care deux architectes qui œuvront sur la transformation des sites et sur l'écologie de la construction depuis 1998. Et c'est en 2014 qu'on a fait un pas de côté pour se dire, maintenant qu'on a fait des projets, il faut que ça soit réplicable et il faut qu'on travaille à justement des méthodes de réplicabilité et d'essaimage. Pour faire un point sur la construction et le sens de l'histoire, on voit et on a vu dans certains projets l'arrivée de plus en plus rapide et importante du hors-site et de la préfabrication. On voit en Europe un programme qui s'appelle Building as Material Banks qui concerne justement de l'immobilier pour que l'immobilier devienne le gisement des matériaux de l'avenir, de plus tard, de manière à préserver la ressource. On voit des grands comptes comme par exemple Vinci sur le projet Conjugo, donc vous voyez les petits schémas qui travaillent à la réversibilité de logements en bureaux. Paris, justement, avec les programmes de crèches et les Jeux Olympiques sur leur ambition de réversibilité et de bâtiments bois, qui se penchent justement sur toute cette question du transitoire de qualité pérenne. Et on voit la Caisse des dépôts qui, elle, innove aussi en matière dans la réflexion, qu'elle n'est plus sur une réflexion de gestion d'un site, mais un parc de bâtiments. Donc, on voit bien l'offre, enfin, en tout cas, la demande qui se transforme vers demande d'évolutivité, de réversibilité et de transfert des bâtiments. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, nous, on a réfléchi depuis bientôt maintenant une dizaine d'années sur ce que pourrait être la construction renouvelable. Alors, c'est un petit peu un clin d'œil aux énergies renouvelables, mais c'est de se dire qu'il faudrait qu'elle soit effectivement frugale en ressources. Alors, avec le bois, on sait qu'on est en plus sur une ressource renouvelable, sobre dans la vie des bâtiments et surtout réutilisable. Donc, l'idée, c'est effectivement à partir de la préfabrication, pouvoir bâtir des petits éléments, donc 2D, on verra un petit peu comment on s'y prend chez Agile Care, de manière à pouvoir faire un bâtiment qui, à l'avenir, peut se désassembler, dont tous les éléments vont participer à un prochain projet. Donc, on peut passer d'une première vie de bureau-logement à une seconde vie d'école, librairie ou autre, puisque les éléments pourront être indifférenciés, ou en tout cas, on peut réfléchir à un design adapté. Et l'idée, c'est qu'une fois que l'amortissement est fait, on peut effectivement, pourquoi pas, laisser et céder en héritage à l'ESS pour du logement social l'ensemble de ces éléments. Donc, on est vraiment dans un cercle vertueux et dans un cycle vertueux d'utilisation de la ressource et de la réutilisation d'éléments qui ont servi. L'idée, c'est de fabriquer en amont déjà et concevoir la filière de réemploi à venir. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, Agile Care, c'est maintenant bientôt 5 ans de développement. 3 preuves de concept, dont une qu'on vous a montrée ici avec Habitat Humanisme, un donneur d'ordre audacieux. Habitat Humanisme est une association pour le logement de transition. Et ce projet-là, donc c'est le premier qui a été mis en œuvre. C'est justement à partir des éléments préfabriqués, on a monté un premier projet au Parc de la Villette qui a été désassemblé ensuite et remonté à Juilly-en-Josas en reconfigurant l'intérieur. Et aujourd'hui, la mairie de Juilly-en-Josas nous demande de retransférer ce bâtiment sur un autre site. Donc, c'est un brevet, ça peut être à un moment donné handicapant, mais en tout cas, on est parti sur ce modèle-là. Et c'est maintenant plus d'une dizaine de projets de construction, de désassemblage, de réassemblage, de reconditionnement, de transformation, etc. Donc, on part maintenant sur une expérience et un savoir-faire sur la réversibilité qui permet aujourd'hui, slide suivante, s'il te plaît, Catherine, de passer justement, et c'est le sujet de ce qu'on a proposé au booster, de passer à l'échelle de l'immeuble démontable, c'est-à-dire comment sur ce type de réflexion, on peut changer d'échelle et arriver à proposer des immeubles de différentes fonctions et pour pouvoir se dire que
quand ils sont obsolètes du fait de leurs usages, du fait des normes, du fait de je ne sais pas quelle crise qui va nous arriver éventuellement sur le dos dans quelques années, se dire que l'immobilier qui est bâti aujourd'hui, il a beau être pérenne, il est suffisamment agile pour pouvoir être transformé en fonction de ce que nous diront les crises futures. Donc, c'est vraiment ouvrir le champ des possibles. Donc, on efface les frontières entre le transitoire et le pérenne. Et le projet pilote qu'on propose justement dans le booster, c'est cet immeuble démontable, donc recherche de maître d'ouvrage, donneur d'ordre audacieux. Et ça peut être, déjà les pistes qu'on avait, ça peut être des salles de classe transitoires, ça peut être de l'hébergement d'urgence, évidemment, mais de plus grande échelle que ce qu'on a fait jusque-là. Ça peut être des équipements pour les Jeux Olympiques, évidemment. Et ça peut être aussi une préfiguration, on voit ça avec certains promoteurs, de bureaux de coworking sur tout ce qui est urbanisme transitoire, où ils demandent justement de la préfiguration en amont des projets entre guillemets pérennes et définitifs. Bon, maintenant, on sait que plus rien n'est pérenne et définitif. Donc, actuellement, on est en levée de fonds et on cherche des partenariats très forts avec des industriels, des constructeurs qui ont une échelle plus importante que la nôtre de manière à accélérer cette transition. C'est-à-dire qu'on leur permet d'accélérer cette transition et ils nous permettent de changer d'échelle. Voilà, dernière slide, je ne sais pas si c'est utile, c'est pas moi. Merci. Bravo et merci, hein, très intéressant. Merci beaucoup, Aline, pour ton dynamisme, pour cette première présentation de promo. Je vais passer la parole à Edouard Vermès et au collectif PAI, je crois qu'ils sont plusieurs, pour nous faire part de leur innovation. Absolument, donc on a une équipe. Notre propos, c'est de rendre visible et accessible l'isolation thermique par l'extérieur en paille. Peut-être slide suivante. Nous sommes le collectif PAI, qui est en fait l'antenne régionale du réseau français de la construction paille, qui est né en 2006. La paille, c'est un support de formation professionnelle depuis 2012. C'est une filière qui est en plein développement. Parce qu'on a un rythme de construction en paille qui s'accélère chaque année, mais on a déjà vu cet après-midi beaucoup de projets paille, donc je vais rappeler très très vite les propriétés de ce matériau et ses intérêts pour l'ITE. Donc c'est un matériau qui est extrêmement abondant, déchets agricoles, qui n'entre pas en concurrence avec l'alimentation. L'Île-de-France, c'est une des plus grosses régions céréalières de France. C'est l'isolant le moins coûteux du marché en produits bruts, sans la pose, avec un R de 7 qui défie les idées reçues contre le feu et les rongeurs. Et surtout, c'est un matériau qui est intéressant dans le sens que c'est un matériau peu transformé qui va être dans la démarche matériaux et artisans plutôt que produits industrialisés et poseurs. Donc on est dans une démarche où on favorise la formation, le lien, les chantiers intenses socialement. Et puis, bien sûr, la paille, donc quasiment zéro énergie grise pour fabriquer une botte de paille. C'est un stock de CO2 très important et renouvelable chaque année. Et dans le cadre de l'isolation thermique par l'extérieur, non seulement on répond au confort d'hiver, mais on répond, contrairement aux isolants conventionnels, au confort d'été. On n'a pas d'effet étuve, on a un déphasage thermique, on a un matériau qui est réellement d'avenir à l'horizon du réchauffement climatique. Peut-être à la slide suivante. Donc cette petite carte, elle montre l'emprise bâtie en rose de la région, la métropole de l'Île-de-France. On voit qu'il y a quelques forêts, quelques parcs forestiers, et ce qui est en jaune, c'est l'agriculture céréalière. Donc ça concerne l'immense majorité de l'agriculture en Île-de-France, d'autant que les parcelles agricoles représentent 50% du foncier, de la surface totale de la région. À cette slide, on associe les typologies constructives qui sont des héritières du XXe siècle, donc des typologies plutôt de la première reconstruction, qui ont une écriture architecturale très forte et très simple, et qui parfois ont besoin de rénovation thermique. Et il semble que pour ce type de construction, comme
tout comme le pavillonnaire, ou comme il y a certains types de constructions pour lesquelles l'isolation thermique par extérieur est pertinente. Alors peut-être la slide suivante. Donc notre projet, c'est de réaliser un état des lieux du bâti francilien, et quel est le bâti qui est pertinent à isoler avec ces techniques-là, sachant que ces techniques, on est en train d'en faire un inventaire, mais c'est extrêmement riche, suivant l'accès au chantier, suivant le bâti, voilà, il y a plein de solutions différentes qui existent. Et nous proposons une boîte à outils pour développer ces techniques-là en Île-de-France. Donc un catalogue des techniques, une diffusion et une communication auprès des bailleurs, des maîtres d'ouvrage, et un suivi régional des opérations en ITEPAI. Alors là, on a une opération pilote en chantier actuellement, donc un immeuble de logement de Paris Habitat dans le 15e arrondissement. Donc 7 étages vont être isolés en paille. Et du coup, je vous invite à venir, par exemple, venir à cette journée du 8 août, où on sera en plein chantier et on ouvre le chantier au public pour venir voir de plus près ces techniques-là. Et puis, vous pourrez retrouver les renseignements sur notre site, donc île-de-france.constructionpaille.fr. Donc voilà, on est réellement là en train d'expérimenter, de trouver des nouveaux chantiers, et il semble que le bâti francilien se prête bien à ce type de technique. Merci beaucoup, Édouard, pour cette présentation. On arrive maintenant au troisième projet lauréat du Booster. Donc, je vais donner la parole à Sylvain Boulet du FCBA et Sébastien Nerva de l'EPA Marne. Oui, bonjour à tous et merci pour le temps de présentation. On peut peut-être passer la slide suivante, Catherine. Voilà. Alors, qu'est-ce que le Living Lab Bois Confort ? Living Lab Bois Confort, c'est une cellule d'innovation et d'expérimentation de 60 mètres carrés de surface de plancher environ, qui sera entièrement construit et meublé en bois feuillu, et dont le but sera d'objectiver, grâce à un programme de recherche et de développement et un protocole scientifique, les avantages du matériau bois en matière de confort. Et quand je parle de confort au sens large, et je laisse justement Sylvain, vous la du FCBA, vous présenter plus précisément de quel confort il s'agit. Merci, bonjour et bonjour à toutes et à tous. On peut passer à la slide suivante s'il vous plaît. Donc voilà, pourquoi le Living Lab ? Le projet de Living Lab en fait, s'inscrit dans la continuité d'actions de recherche nommées Citizenwood, qui sont soutenues par nos organisations professionnelles, le Codifab et France Bois Forêt, et qui ont débuté en 2019 autour de la thématique, donc comme l'a dit Sébastien, du confort, de la santé et du matériau bois, avec pour ambition d'évaluer l'impact du matériau bois utilisé dans le domaine du bâtiment, structure, revêtement intérieur, mais également mobilier, sur le confort des usagers. Donc, en gros, vous voyez des illustrations qui sont issues de ce programme de recherche Citizenwood. Donc, on va demander, par exemple, à des personnes, à une cohorte d'individus, de venir avoir une stimulation sensorielle avec le bois. Donc, par exemple, là, vous voyez une illustration sur l'odorat, mais également, on va tester le toucher, la vue. On va également se positionner à l'échelle d'une pièce, avec notamment la mesure du confort sur une salle, on va dire, un environnement non bois. Et vous voyez en fait sur les deux illustrations un réaménagement avec un revêtement de sol en bois par exemple et un mobilier de bureau en bois. Et on va comparer finalement les réponses en termes de confort, donc les réponses psychologiques avec des enquêtes et les réponses physiologiques avec des indicateurs de santé sur l'apport que pourrait avoir le bois sur les bienfaits au niveau de la santé et du bien-être. Donc, pourquoi le Living Lab revient là-dessus ? Pourquoi on se lance sur cette thématique un peu nouvelle ? C'est qu'aujourd'hui, le bois et la construction bois a un a priori favorable en termes de confort. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de témoignages de personnes qui vivent dans les constructions bois et qui l'associent à des adjectifs tels que chaleureux, agréable, beau, bien-être. Et ici, notre volonté, c'est vraiment d'objectiver des résultats qui sont a priori purement subjectifs.
Voilà, donc dans ces études, les bienfaits du bois sont analysés à travers la mesure des réponses psychologiques, donc comme je l'ai dit, donc avec des enquêtes auprès des usagers, mais également physiologiques, et c'est un peu ici la nouveauté. Donc les indices physiologiques, c'est la mesure de critères de santé. À savoir comment, par exemple, la présence de bois peut abaisser la pression artérielle ou le rythme cardiaque. En gros, comment la présence de bois peut diminuer votre niveau de stress ou apporter un apaisement. Voilà, donc un des intérêts de ce Living Lab, c'est donc de pouvoir mener les études qu'on a pu développer, donc les protocoles qu'on a pu développer dans Citizenwood, et y mener les études sur la santé et le confort. Et notamment, je prends un exemple, une étude qui pourrait être menée dans ce Living Lab, c'est comment un aménagement intérieur en bois pourrait améliorer la qualité de votre sommeil, ou encore améliorer le bien-être de l'environnement de travail. Voilà. Une des autres ambitions, c'est de mettre en œuvre un Living Lab qui est entièrement démontable et remontable. Donc vraiment avec une volonté on n'a pas encore fini, merci, avec la volonté notamment de le faire voyager sur plusieurs sites en France. Donc construit en fait en région Île-de-France et qui va ensuite déménager sur la région Nouvelle-Aquitaine et sur la région Aura. Et revenir ensuite sur son site de départ, donc à Champs. Il sera également, donc, comme l'a dit Sébastien, 100% construit et meublé en bois français, avec une ressource majoritairement en feuillus, donc avec vraiment la volonté de valoriser les essences locales. Sébastien, si tu veux poursuivre. Et alors, juste pour finir cette slide et passer à la prochaine, vraiment la finalité, c'est ce que notre directeur général adjoint Jean-Baptiste aurait précisé tout à l'heure, la finalité pour nous aménageurs, c'est de récupérer les résultats, de valoriser les résultats pour éclairer notre prescription en tant qu'aménageur. Quand on vend nos terrains, on fixe des règles du jeu, entre guillemets, aux opérateurs, promoteurs, bailleurs, s'il s'agit de résidentiel, pour intégrer du matériau bois dans l'opération. Donc l'idée, c'est bien de valoriser ces résultats pour mieux nous éclairer, consolider notre prescription à nous, aménageurs, en faveur du matériau bois, et tout ça dans le but d'offrir le meilleur confort de vie aux usagers, que ce soit des habitants en logement ou des salariés si on est dans un bâtiment tertiaire. Et puis donc on peut passer à la dernière slide pour finir, Catherine. Donc avec qui nous faisons ce projet? Alors il y a plusieurs partenaires. Nous, EPAMA, EPA France, en tant qu'aménageurs. Et puis ensuite, Sylvain précisera, et FCBA qui est en position de maître d'ouvrage. Donc, du côté des partenaires d'ores et déjà identifiés, Sylvain l'a dit, donc les 3 régions et les établissements publics d'aménagement qui sont liés aux 2 autres régions, Nouvelle-Aquitaine et puis région Aura, pour cette itinérance de ce Living Lab. Et puis les partenaires potentiels qui nous semblent parfaitement naturels pour ce projet, ce sont bien l'université qui est concernée par le site d'accueil du Living Lab de la Cité des Cartes, et puis les collectivités communes et intercommunalités qui nous semblent tout à fait naturelles en partenaire pour ce projet. Je te laisse dire le mot de la fin, Sylvain, sur les autres partenaires. Donc les autres partenaires, ce sont, comme je l'ai cité, nos organisations professionnelles, donc France Bois Forêt et le Codifab, qui déjà nous ont soutenus avec un premier projet, comme je l'ai dit, Citizenwood, et qui vont continuer à nous accompagner sur cette thématique un peu nouvelle et qui permet d'être un peu, on va dire, de nous différencier, d'apporter un plus pour la filière bois vis-à-vis d'autres filières notamment. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Sylvain et Sébastien pour la présentation de ce Living Lab. Je vais maintenant donner la parole à Damien Cuny d'Epiderm. Bonjour à tous, donc je m'appelle Damien Cuny, je suis CEO et fondateur de Epiderm. Donc là on va parler de start-up et on va parler de digital. Si tu veux bien passer à la slide suivante. Donc Epiderm, le projet qu'on est en train de développer en ce moment, c'est une solution SaaS qui s'adresse aux acteurs de la construction. Une solution SaaS qui est engagée dans la transition vers le bâtiment durable. Et notre constat de départ, c'est de constater en fait que les contraintes réglementaires sont en augmentation exponentielle dans le bâtiment, et notamment à cause du CO2, des contraintes CO2 et des objectifs que la France se fixe en 2050. Et ce qu'on constate, c'est que en fait, être vertueux en CO2, ça ne peut pas se décorréler des contraintes techniques. Donc, on parle notamment de l'assurantiel, des DTU, des avis techniques, etc., et d'un budget. On peut passer à la slide suivante.
ce qu'on est en train de développer chez Epiderm aujourd'hui, c'est un logiciel de ce qu'on appelle le Generative Design, où l'utilisateur va pouvoir en fait nous fixer des objectifs. Ça peut être des objectifs performantiels sur une paroi, ça peut être des objectifs par exemple esthétiques sur une façade. Et nous, on va utiliser des algorithmes et une puissance de calcul pour générer des solutions constructives qui sont optimisées à des contraintes qui sont à chaque fois uniques sur chaque projet, vous le savez bien. L'ambition d'Epiderm, c'est de s'appliquer aussi bien en rénovation et en construction neuve. On peut passer à la slide suivante. Donc, Epiderm, aujourd'hui, comme je le dis, c'est une start-up. Aujourd'hui, on est intégré au sein du CSTB Lab depuis 3 semaines. On est à Station F. Il y a 1 semaine, on était 2. La semaine prochaine, on sera 5. Donc, on est en train d'accélérer très vite. On est déjà en discussion avec beaucoup de gros acteurs. Sur la page de gauche, donc, vous avez des captures d'écran du logiciel tel qu'il est en train d'être développé aujourd'hui. Donc, sur la page de gauche, pardon, c'est un accès à nos bases de données matériaux. Ici sur les procédés de façade. Donc ici, on va pouvoir en fait se dire, bah voilà, j'ai un bâtiment d'habitation de 4 étages en région parisienne, on est dans telle zone de vent, on est dans telle zone sismique, on est sur telle hauteur, etc. Et on va pouvoir aller filtrer avec le domaine d'emploi les produits qui fonctionnent. Donc là, on va pas intervenir en fait sur l'esthétique du bâtiment, mais plutôt une fois que l'architecte ou la maîtrise d'œuvre ou la maîtrise d'ouvrage a pris des décisions esthétiques, on va aller plutôt leur pousser les produits en disant voilà comment on peut faire aujourd'hui. Et donc, on peut filtrer ces bases de données là sur la façade, par exemple, en termes de coloris ou en termes de matériaux. Et sur la page de droite, donc, on va arriver plutôt sur de l'ingénierie. Ici, on est sur de l'ingénierie en matière d'ossature bois. Donc là, on va traduire un DTU, les nouveaux DTU de façade légère ou le DTU 31.2. Et on va pouvoir, en fait, soit bloquer certains éléments de la paroi. Par exemple, on peut choisir, pour reprendre le discours de Collectif Paille, on va pouvoir choisir un isolant en paille, on va pouvoir bloquer un bardage en façade et demander à l'outil en fait, d'optimiser le reste selon ses objectifs, qui soient en termes d'épaisseur, de résistance thermique, d'empreinte carbone ou de budget. Voilà, donc on est très heureux d'être lauréat du booster. Nous, ce qu'on va beaucoup attendre du booster, c'est justement de pouvoir rentrer de la donnée. Notamment Collectif Paille vient de parler d'un catalogue des techniques qui serait acceptable sur l'isolation de paille. C'est typiquement le genre de choses qu'on va aller chercher pour intégrer dans la solution et faire monter en compétences. Christine Lecomte en a parlé en introduction. Faire monter en compétences, que ce soit la maîtrise d'œuvre ou la maîtrise d'ouvrage, très rapidement grâce à un logiciel sur ces sujets techniques. Voilà, merci. Merci beaucoup, Damien, c'était très clair. Il nous reste 2 lauréats, donc je vais passer la parole à Sonia Cortés, qui va nous présenter son projet Métabolisme rural. Bonjour à tous, donc je vous remercie déjà pour avoir été nommé lauréat. Nous sommes vraiment très contents. Ce projet, en fait, c'est un peu l'aboutissement de toute une démarche qui date de la création de l'agence en 1994, puisqu'on travaille avec les matériaux biosourcés depuis ce moment-là. Et aujourd'hui, on a vraiment envie de se tourner vers la réhabilitation, même si on en a déjà fait pas mal. Et ce projet, en fait, rejoint à la fois des objectifs professionnels et des objectifs personnels. Il se trouve que je suis d'origine champenoise et donc je traverse l'Île-de-France depuis que je suis toute petite et je vois ces bâtiments existants, ces fermes en l'occurrence, dont certaines tombent en ruine et je trouve ça vraiment très dommage. Et tout ça joue aussi avec cette agriculture industrielle qui a un impact sur l'environnement très important. Donc, c'est un projet qui va à la fois créer un habitat participatif, des lieux de travail et des micro-fermes. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Théo, que j'accueille à l'agence et qui fait une recherche, qui va présenter les 3 diapos. Voilà. Alors bonjour. Alors donc pour commencer sur cette diapo, donc je voudrais dire que c'est d'abord en fait donc un projet régional, c'est ce qu'a commencé à expliquer Sonia, qui répond à plusieurs nécessités écologiques et sociales. Donc d'abord d'une résilience et de revitalisation, une revitalisation des territoires ruraux d'Île-de-France, notamment des petites communes, par un exode urbain venu de Paris. Un besoin de relocaliser les productions alimentaires, mais aussi des matériaux de construction, et qui au passage répond à une demande parisienne, un peu de retour à la nature, si on peut dire, au moins de relation au territoire, qui s'est largement manifestée récemment.
Ensuite, une transition urbaine et architecturale, qui est de faire avec l'existant en profitant d'un patrimoine architectural vacant, plutôt que de continuer un étalement urbain. Si on s'intéresse au rural, c'est aussi parce que le bâti existe. D'utiliser des matériaux biosourcés et locaux avec des performances énergétiques optimisées. Bon, ça, c'est une évidence pour tout le monde ici. Et avec en tête la perturbation du climat, comme on a parlé aussi tout à l'heure, le collectif paille. Et qui sera aussi l'occasion de développer des formations et d'être créateur d'emplois d'avenir. Et par emploi d'avenir, j'entends de l'artisanat, de l'éco-construction et de la permaculture. Et enfin, donc, aller vers un nouveau modèle agricole, parce que l'enjeu, il n'est pas que constructif, et donc de transiter vers des petites fermes moins mécanisées, sans intrants, qui s'appuient nécessairement sur une population d'agriculteurs considérablement plus importante qu'aujourd'hui, et en leur offrant un cadre de vie attractif. Si vous pouvez mettre la diapo suivante. Merci. Alors, pour répondre à ces enjeux, le projet, il a d'abord une ambition territoriale francilienne, avec une méthode qui est celle en fait, de chercher des friches ou des fermes en Île-de-France, de rassembler des acteurs, puis de construire des projets d'habitat productif, solidaires, ancrés dans et surtout ancrés dans leur territoire. C'est un point qui est assez important parce que c'est souvent une composante qui est manquante dans beaucoup de projets, on pourrait dire, d'écolieux. Et ce qu'on cherche à développer, en fait, c'est un modèle réplicable et adaptable qui pourrait, à chaque projet, s'enrichir de l'expérience acquise et aussi des nouvelles filières régionales renforcées. Et donc, ce dont il est plus précisément question aujourd'hui, si vous pouvez aller sur la slide suivante, c'est le premier projet, qui est le projet prototype, dont le site reste encore à définir, et c'est ce qui fait aussi l'objet de la collaboration avec le booster, qui sera composé d'un habitat participatif non spéculatif, d'une ferme et d'un tiers-lieu. Ce dernier, il va être un peu le point de contact entre le lieu et la commune et la région. En face projet, c'est un projet qui va mettre en place des chantiers écoles pour former des artisans et des jeunes à l'éco-construction et à la réhabilitation, et qui sera l'occasion d'expérimenter les filières biosourcées, dont peut-être la paille hachée, et qui ensuite, pendant la vie du lieu, aura, avec son tiers-lieu tourné vers l'éco-construction, ça constituera en fait un lieu de formation, un espace de vente pour les produits de la ferme et un observatoire de l'éco-construction sur son territoire. Voilà, je te laisse la parole, Sonia, pour la suite. Oui, pour terminer, donc en fait, ce sont des acteurs d'une coopérative bio à Paris, dans le 11e, qui ont eu cette idée de créer un habitat participatif. Au départ, on cherchait à Paris, et puis l'évolution des uns des autres, et puis le Covid, je pense aussi, a pas mal fait évoluer les choses. Et donc, l'idée, c'est d'aller s'installer en Île-de-France et de faire à la fois un lieu de travail et un lieu de vie. Et puis, concernant notre agence, d'avoir une antenne sur place là-bas, et également de développer la filière paille hachée qui vient compléter la botte de paille, puisque cette paille hachée, en fait, elle peut être mise elle peut être mise dans toutes les épaisseurs. Elle est vraiment sur le même principe que la ouate de cellulose soufflée. Donc, elle utilise la même machine et elle peut être mise en toute épaisseur, aussi bien pour des cloisons que pour de l'ITE, que pour de la construction neuve. Voilà, donc c'est vraiment un projet très transversal que l'on souhaite mettre en œuvre et qui est bien sûr réplicable à la fois en Île-de-France, mais pourquoi pas dans d'autres régions, puisque nous avons créé en fait un collectif de 5 agences qui sont sur le territoire national. Voilà, je pense que nous avons terminé la présentation. Donc, Merci beaucoup pour la présentation de ce beau projet enthousiasmant et effectivement qui nous fait part d'une innovation sociale intéressante dans le cadre du booster qu'on sera vraiment très heureux d'accompagner. Je vais laisser la parole tout de suite au dernier lauréat, donc Ludovic Lachavanne avec la société Corner. Vous m'entendez? Oui. Et bonjour. Bon, très honoré d'avoir été lauréat.
Je vais vous présenter la société Corner, qui est une start-up que j'ai montée avec mon associé Guillaume Largillier, à qui je vais passer la parole tout de suite d'ailleurs, parce que c'est lui qui a l'habitude de présenter l'agence. Guillaume, tu es là? Bonjour à toutes et tous. D'ailleurs, toi tu dis c'est l'agence, et quand moi je présente, je dis c'est la start-up. C'est quand Oui, Corner est né à l'intersection de deux mondes. Ludovic qui vient de me donner le micro, qui lui vient de l'architecture et du bâtiment et du monde du bâtiment, et tandis que moi je viens vraiment du monde de la start-up et du numérique. Et Corner est vraiment un projet qui est à l'intersection de ces deux mondes. Et pour l'anecdote, le point de départ de Corner, c'est une maison en bois qui a remporté le prix de la construction bois en 2011, c'est ça, 2012? Alors, c'est le prix de la meilleure construction durable en 2014. Mais ce n'était pas en Île-de-France, c'était en région Nouvelle-Aquitaine, enfin qui s'appelait déjà à l'époque, qui s'appelait encore région Aquitaine à l'époque. Mais qui aurait pu se retrouver dans le, dans le palmarès de cette année. Et c'est donc, c'est via cette maison, puisqu'on était voisins, qu'on s'est rencontrés. Et l'idée de Corner est née de permettre de faire aujourd'hui ce qui est aujourd'hui encore trop artisanal, trop à la marge, c'est-à-dire la construction bois, la construction décarbonée, la construction hors site, et réussir à la démocratiser en essayant d'adresser à la fois des problématiques qui limitaient son impact sur le marché, et également en essayant de résoudre des problèmes, je dirais, et ça a été plus ma contribution en tant que start-upper venu du numérique, en essayant d'inventer un modèle qui permette réellement de rayonner sur tous les segments de marché, et surtout de rayonner géographiquement, ce qui est le grand problème aujourd'hui, un des grands problèmes aujourd'hui du hors-site. Et donc, on a voulu inventer avant tout une méthode constructive pour construire des bâtiments bas carbone plus vite, plus simplement. Et cette méthode, un des problèmes de la préfabrication, c'est le problème de comment on arrive à standardiser suffisamment les process pour que ce soit efficace, que ce soit efficient, que ce soit répétitif, et sans standardiser l'architecture. Et donc, on a voulu d'abord faire une méthode qui soit très, très flexible. Et pour ça, on est parti en fait on a voulu vraiment concevoir un jeu de construction grandeur nature basé sur un voxel. Alors, un voxel, c'est quoi? C'est un volumic pixel, en bon français. C'est-à-dire, en gros, un pixel cubique qui va nous permettre de tramer l'espace sur une trame très fine de 40 cm. Et à partir de cette trame, on va concevoir tout un ensemble de composants standardisés, que ce soit pour l'architecture primaire, l'enveloppe du bâtiment, et son architecture secondaire. Donc, tous les composants du bâtiment vont être taillés sur cette trame de 40 cm. Donc, imaginez un Minecraft ou un Lego à taille réelle. Et ça permet évidemment, au final, ça permet de travailler sur cette trame très fine, ça permet quand même d'avoir des composants qui, combinés entre eux, créent des combinatoires inépuisables en termes d'architecture. Et donc, on sort un peu du plafond de verre de la préfabrication en 3D qui impose un peu le gabarit de ce qui peut être transporté, impose la dimension un peu du bâtiment. On voulait une méthode qui soit 100% hors site, qui pousse la logique DFMA, encore un joli acronyme bien français, Design for Manufacturing and Assembly, c'est-à-dire l'idée que chaque sous-élément du volume bâti, chaque composant, soit traité comme un produit fini, qui intègre tout, c'est-à-dire y compris les finitions et les fluides. Et l'ensemble de ces éléments s'emboîtent sur site comme un jeu de Lego pour donner un bâtiment qui est prêt à être habité. Et donc, voilà, Corner, c'est fondamentalement un système qui amène, c'est des éléments 2D, des panneaux qui s'emboîtent avec des poteaux et des poutres. L'ensemble est intégralement préfabriqué, intègre tous les fluides et donc finalement aussi bien fini que du modulaire volumétrique, du modulaire 3D. Mais surtout, donc, Corner voulait être une méthode bas carbone. Et pour ça, à la fois être extrêmement optimisé en termes de performance énergétique, que chaque élément soit étudié pour garantir bonne isolation, bon déphasage, voilà, et donc combiner également des matériaux tant que possible, des matériaux issus du bois ou de matériaux biosourcés pour les isolants, et surtout important que cette méthode soit conçue pour pouvoir être mise en œuvre par des entreprises locales. Et donc ça m'amène à la slide suivante. Alors, la diapositive suivante montre les trois autres aspects fondamentaux. Ah, on y était, il faut revenir celle-ci. De Corner.
c'est que on parlait de matériaux, et c'est une méthode qui est vraiment pensée pour être évolutive d'abord, pour pouvoir s'adapter à des contextes locaux. Et donc là, dans sa première version, Corner a été conçu dans une approche bois assez classique, c'est-à-dire des caissons de bois avec de la laine de bois. On utilisait, l'originalité, c'est qu'on utilisait des panneaux de CLT pour faire la vêture intérieure, ce qui fait à la fois un matériau structurel et un matériau de finition. Et dans l'évolution de Corner, et une des raisons d'ailleurs de notre candidature à cette AAP, c'est d'enrichir la palette des possibilités de Corner en proposant d'autres modules 2D, d'autres types de panneaux. Par exemple, des panneaux à base de paille ou des panneaux à base de béton de champ. Donc, on ne connaissait pas les autres lauréats de l'AAP, mais on a découvert de nouveaux petits amis potentiels pour la suite de Corner. Donc, l'idée, c'est derrière de proposer différentes variantes des panneaux structurels, que ce soit les panneaux verticaux, les murs, ou les panneaux horizontaux, pour s'adapter en fait aux différents usages et aux différentes contraintes structurelles des différents bâtiments que l'on veut construire. Et la méthode est également évolutive parce que, outre l'architecture primaire, on a une banque virtuelle aujourd'hui de menuiserie, intérieur, extérieur, d'escaliers, etc. Et le but, c'est grâce à notre plateforme numérique, de rendre la bibliothèque de ces composants la plus ouverte possible pour que les architectes qui travaillent avec notre système puissent eux-mêmes intégrer leurs propres composants et faire évoluer de manière communautaire la gamme de composants utilisables avec le système Corner. Alors surtout, le point le plus important, et ça c'était ma contribution, c'est quand je vous disais que j'ai parlé beaucoup du côté bâtiment, et maintenant on va parler du côté start-up. On va parler de ce qui est un peu le cœur du réacteur de Corner, à savoir sa plateforme. On a conçu aujourd'hui un outil, donc c'est là où on comprend la logique de cette trame de 40 cm, c'est qu'on a conçu un outil qui, si vous jouez un peu, ou vos enfants jouent aux jeux vidéo, vous vous rappelez le monde de Minecraft. On a créé un outil dans le navigateur Internet qui permet de concevoir très rapidement des bâtiments, créer n'importe quelle géométrie constructive sur cette trame de voxels de 40 cm. Et notre outil génère automatiquement tous les éléments nécessaires pour sa fabrication. Et grâce à ça, donc, ça nous permet de calculer dès la première esquisse du bâtiment, de connaître déjà une estimation très, très, très fine de son coût, de connaître également le temps nécessaire pour le fabriquer, le nombre de camions nécessaires pour le transporter, donc déjà dans une démarche d'analyse complète du bâtiment, au moins dans sa phase amont, dans sa phase conception et fabrication, et en poussant un peu plus la recherche et développement. L'idée, c'est aussi derrière d'affiner depuis l'outil dès la création tous les calculs thermiques qui permettraient également aussi derrière d'évaluer sur la durée de vie complète du bâtiment sa consommation, notamment sa consommation électrique, et ainsi de suite. Donc, on a vraiment le cœur de Corner, c'est de travailler maintenant le bâtiment de manière agile, où dès l'esquisse, on intègre les contraintes de développement. Dès l'esquisse, on va identifier les partenaires, les entreprises locales qui vont fabriquer le bâtiment. Et donc, ça m'amène sur le dernier point, qui est une méthode distribuée. Contrairement à toutes les entreprises de la construction hors site qui en généralement conçoivent leur système en fonction de leur outil industriel, nous on a pris le problème à l'envers. On a conçu un système qui peut être mis en œuvre localement par n'importe quelle entreprise de construction bois et potentiellement par d'autres types d'acteurs comme des fabricants comme Wallop de murs en paille. Et donc, l'idée derrière, c'est plutôt de fournir la plateforme qui permet derrière de mettre en relation des porteurs de projets, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, avec des entreprises locales qui vont être capables soit de fabriquer une partie des composants, donc par exemple les murs à ossature bois, les murs CLT, les planchers, les murs paille, et des entreprises, par exemple des charpentiers, qui vont être capables, qui vont maîtriser le process d'assemblage de ces éléments entre eux et qui, eux, vont pouvoir installer localement, faire l'installation des projets au plus près des sites d'implantation. Voilà, donc c'est une approche vraiment plateformisée de la construction hors site qui, à notre connaissance, est tout à fait nouvelle et innovante dans l'écosystème de la construction bois et la construction hors site. Voilà, je crois que j'ai dit… Ah non, je n'ai pas parlé dernière pour finir, donc les projets en cours. Donc c'est une méthode pour finir, donc dernière diapositive. Donc c'est une méthode, les premières constructions sont en cours. On est en train de fabriquer des démonstrateurs pour des premiers projets qui vont sortir de terre dans les mois qui viennent.
Donc, à titre d'exemple, on a un projet de logement social pour le bailleur de la métropole de Bordeaux qui s'appelle Aquitanis, qui va sortir de terre très, très prochainement. On a également un projet de 50 logements qui est assez intéressant. C'est 4 typologies de logements qui vont c'est des logements de vacances, mais cette typologie de logement pourrait très bien être aussi utilisée dans le cadre de toits temporaires urbains ou de ce type de projet. Donc là, c'est des modules qui vont de 20 à 45 mètres carrés, qui sont extrêmement optimisés, qui ont toute cette caractéristique d'avoir à la fois un espace intérieur qui est finalement, même s'il est très exigu, il est très confort, très, très bien optimisé, et en plus d'avoir à chaque fois des espaces extérieurs intimes. Donc ça, c'est un projet qui est prévu pour juin 2021. Et on a également un autre projet, ça c'est intéressant, c'est un plus gros défi, c'est notre premier projet de bâtiment sur plusieurs niveaux. C'est un bâtiment pour une maîtrise d'ouvrage privée à Mérignac. C'est un tiers-lieu qui va combiner des bureaux, des ateliers, des brasseries, de l'artisanat, des crèches, et tout ça dans un programme de 4000 m² sur 5 niveaux. Donc, le permis a été déposé. C'est le premier projet finalement de cette envergure qui a été dessiné sur la trame de Corner. Sur cette trame, tout a été tramé, tout le projet, y compris le parking souterrain, a été conçu sur notre trame de 40 cm. Et donc, ce projet-là devrait être aussi réalisé en 2021. Voilà, c'était un résumé des projets en cours. Et voilà, donc je pense que le temps que je donne. Merci beaucoup. On est désolé, on a voulu respecter le temps pour tout le monde. Et vous avez tous joué le jeu. Donc, on est vraiment ravis d'avoir pu présenter l'ensemble des 6 projets lauréats du booster et des 12 projets lauréats du PRCB dans le cadre de ce webinaire. On est tous conscients que c'est assez frustrant de ne pas se voir en vrai. Donc, évidemment, nous organiserons dès la rentrée et dès que ce sera possible, dès que les conditions sanitaires le permettront, des moments de convivialité où l'écosystème, puisqu'on voit qu'en fait, tous ces projets se répondent et que des liens sont en train de se créer, et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire au sein de Francilles-Bois, que ce soit les projets du PRCB ou les projets du booster ou même d'autres projets qui vont naître au sein de la région Île-de-France. Donc évidemment, l'année prochaine, on espère pouvoir tenir des remises de prix en présentiel. La vidéo sera en replay, donc vous pourrez la diffuser largement autour de vous. On vous transmettra le lien. Elle sera sur le site internet de Francilles-Bois et sur la chaîne YouTube. Comme disait Paul Jarquin en introduction, notre président Francilles-Bois va devenir FIBOA Île-de-France cet été. Donc on va changer puisqu'on fait partie du réseau France Bois Région qui devient FIBOA France. Donc pour plus de visibilité, ça permet de mieux comprendre le rôle des interprofessions régionales. À la rentrée, on a pas mal de sujets qui nous attendent, et notamment 2 événements dont je voulais vous faire part. Céline, excusez-moi parce que je suis déjà très, très en retard. Je voulais juste, en 2 mots, féliciter tous les lauréats et tous les autres, et évidemment remercier nos partenaires. Vous remercier aussi, vous Céline, et également Catherine Desportes et Paul, et puis l'autre animateur du FCBA pour leur participation au jury, avec aussi tous nos partenaires du Gâtinais, etc. Donc merci, c'était une première. Vous avez été nos cobayes, mais positivement. Et voilà, j'espère que cet accompagnement vous sera évidemment positif. Et n'hésitez pas, Francilles-Bois connaît très bien tous nos dispositifs aussi régionaux après de financement. Donc, on a déjà commencé à les flécher, et voilà, pour qu'on vous accompagne et qu'on vous aide à concrétiser ces très, très beaux projets. Donc, au nom de Valérie Pécresse, vraiment félicitations, et j'espère effectivement à très bientôt de visu. Merci beaucoup. Désolée, je pensais que vous aviez dû déjà nous quitter. Non, j'ai tout écouté. J'avais cru qu'on a... Voilà, donc, là, je dois partir. Merci. Au revoir. Madame la Présidente. Donc, je finissais pour dire que 2 rendez-vous nous attendaient à la rentrée. Le festival
de la forêt en Ile-de-France. C'est une première édition. Donc là, on a beaucoup parlé de l'aval de la filière, c'est-à-dire la partie construction, mais on va aussi parler de l'amont et des forêts. Donc ça aura lieu le 2 et 3 2 octobre au soir et le 3 samedi 3 toute la journée. Vous allez entendre parler bientôt du programme. Vous pouvez déjà noter, venir avec vos familles, vos amis. C'est ouvert au grand public autour des usages de la forêt. Et le 5 novembre prochain, la signature du pacte bois biosourcé qui en fait est l'outil en fait de Francil Bois pour la massification, la généralisation du bois construction et qui sera signé en présence du préfet de région et de la vice-présidente de la région que vous avez entendu, Alexandra Dublanche, pour montrer en fait le changement systémique qu'est en train de prendre un certain nombre de maîtres d'ouvrage et d'aménageurs dans la région de France. Donc je vous dis à très bientôt, passez un bel été et on se retrouve à la rentrée. Au revoir.